Chers téléspectateurs, bonsoir et bonne année 2015. Pour ce premier numéro de l'année 2015, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Elsa Milanovic, directrice des formations à la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, la CCIM, pour faire plus court. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Max Augiac, qui, je le sais, a joué un rôle très important dans la mise en place des formations à la CCI Martinique. Bonsoir. Bonsoir, Max. Et Monsieur Philippe Saint-Cyr, président Philippe Saint-Cyr, qui est incollable. Président honoraire. Président honoraire Philippe Saint-Cyr, qui est incollable en matière de formation. Bonsoir, Philippe. Bonsoir et bonne année à tous. Nous débuterons cette émission avec votre chronique, Philippe Jingle. Alors Philippe, en ce début d'année 2015, de quoi aimeriez-vous parler? Mais surtout pas de formation, parce qu'on va en parler dans quelques temps. Mais on va faire un peu d'actualité. Le jury, ce que je suis, a été interpellé par un fait divers qui s'est produit en Belgique. Vous savez que la Belgique a admis l'euthanasie sous certaines conditions. Bien. Et il y a un condamné, un délinquant, un criminel d'ailleurs, qui est condamné plusieurs fois pour viol, et qui a demandé à bénéficier, si je peux m'exprimer ainsi, de l'euthanasie. Et le raisonnement qu'il a avancé est le suivant. 1. Il a des douleurs psychologiques importantes, il ne peut plus vivre dans ces conditions, étant entendu qu'il admet que sa perversion demeure. Et c'est certainement l'une des souffrances qu'il ressent. Et d'autre part, vu la situation, il considère qu'il ne pourra jamais s'intégrer socialement. Donc, il a demandé à être euthanasié. Et les autorités judiciaires belges l'ont autorisé, et je crois qu'il va l'être incessamment le 11 janvier. Alors ça pose une série de problèmes. Et j'avoue, difficile à résoudre. Alors, rapidement, on va pas aborder la question. Premier problème, donc, l'euthanasie qui devient donc une sanction judiciaire, avec le consentement de l'individu. Mais une sanction judiciaire, non pas tellement a posteriori, mais a priori, pour éviter que d'autres, n'est-ce pas, infractions puissent être commises. Bien, premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, alors l'individu veut échapper à sa sanction. Est-ce possible? Puis troisième élément de réflexion, bien sûr, s'il décide de partir, en a-t-il le droit? On peut discuter de cela, mais ça fait autant de moins de personnel en prison. Et je veux dire par là qu'il y a toute une réflexion qui peut se mettre en état à partir de ce qui se passe actuellement. Alors, cela pose des problèmes de pure morale, mais la morale telle qu'on la connaît ne connaît pas ces aspects-là. Donc il faut aller au niveau de l'éthique et voir quelles sont les valeurs fondamentales qui nous permettent de répondre à ce type de questions. Voilà tout simplement pour sortir de la formation professionnelle, on va y entrer tout à l'heure. Après tout, c'est une rubrique société. Les éléments de réflexion que je voulais vous soumettre. Étant entendu qu'en France, on n'a pas encore admis l'euthanasie. Donc ce n'est pas encore arrivé, cette problématique n'intéresse pas encore la France, c'est bien ça? Non, on est en train de modifier la loi sur l'accompagnement de la mort. Fin de vie. Oui, l'accompagnement en fin de vie. On enchaîne avec quelque chose, je pense, plus gai. Nous poursuivons cette émission avec notre invitée de la CCI Martinique, Madame Milanovic. La CCI joue un rôle, bien sûr, fondamental en termes de formation Martinique, ça tout le monde le sait, mais peut-être est-il utile de le rappeler à nos téléspectateurs. Depuis quand la CCI s'est investie, on va dire, dans la formation? Alors je sais que sur ce plateau, on a un témoin important en la matière, mais est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors c'est intéressant que vous me posiez la question parce que en 2015, très exactement au mois de mai, la Chambre de commerce va fêter son 250e anniversaire. Donc la Chambre de commerce a 250 ans, ça veut dire que c'est une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne institution
en Martinique, avant même l'État tel qu'il est actuellement. Et alors, en ce qui concerne la formation, par contre, là, c'est un peu une colle. Je ne sais pas exactement en quelle année les premières formations ont eu lieu. En tout cas, la création du centre de formation, même si c'est sous forme embryonnaire, ça fait à peu près 100 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Alors peut-être que c'est intéressant aussi de rappeler quel type de formation nous offrons aujourd'hui. C'est peut-être ça qui va intéresser nos téléspectateurs. Alors, vous m'avez devancé. Voilà. La Chambre de commerce intervient en fait sur 3 champs de formation. Tout d'abord la formation initiale pure, ensuite la formation initiale en alternance par l'intermédiaire de l'apprentissage et de son CFA, donc centre de formation en apprentissage, et également en formation continue. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, on forme à peu près une centaine de jeunes en formation initiale. On a 500 apprentis au CFA en formation en apprentissage et il y a à peu près 2500 stagiaires qui passent dans notre centre de formation continue. Donc formation continue, ça veut dire tous les actifs adultes qui sont sortis de la formation initiale, qu'ils soient salariés, cadres, chefs d'entreprise ou demandeurs d'emploi. Donc oui, environ 2500 personnes par an. Donc il existe aussi à la CCI le fameux centre de formation des apprentis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce que... Oui, bien entendu. Donc le centre de formation des apprentis, CFA de son petit nom, CFA du tertiaire, parce qu'en Martinique il y a 4 CFA et par rapport à d'autres régions où il y a des offres de formation en apprentissage redondantes, en Martinique c'est relativement clairement, j'allais dire, réparti. Nous avons donc le CFA agricole qui, comme son nom le dit, est rattaché à la Chambre d'agriculture et qui donne des formations donc dans le domaine agricole. Nous avons la Chambre de commerce, oui, effectivement, et d'industrie qui offre des formations essentiellement dans le tertiaire. Je reviendrai tout à l'heure sur l'offre de formation. Nous avons la Chambre des métiers de l'artisanat qui, là aussi, comme son nom le dit, offre des formations spécifiques en boulangerie, boucherie, mécanique, coiffure, etc. J'en passe. Et puis, nous avons donc un CFA du BTP, bâtiments et travaux publics. Donc, de ce fait, l'offre de formation d'apprentissage est relativement bien, comment dirais-je, balayée. L'offre est générale. Donc, la Chambre de commerce, nous, on intervient plutôt donc exclusivement dans le tertiaire, ce qui veut dire que nous avons 4 filières d'origine et puis il y a des filières que nous sommes en train de développer. Donc les 4 filières d'origine, c'est tout ce qui est formation administration des entreprises, secrétariat, assistante de gestion, etc. Donc tout ce qui est administration. Nous avons des formations comptables qui vont donc effectivement du BTS jusqu'à la maîtrise et le DES. DECS, donc voilà. Nous avons la filière informatique qui est extrêmement importante et puis donc la filière gestion. Donc voilà les filières d'origine et dans la plupart de ces filières, nous avons une offre de formation complète qui va du CAP au master. Alors c'est vrai que l'apprentissage a beaucoup muté ces dernières années parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'il y a peut-être une petite dizaine d'années, voire même moins, l'apprentissage était fait pour des jeunes qui réussissaient pas très bien dans les filières classiques et c'était surtout des niveaux 4, 5, aller voir jusqu'à 3, mais pas tant d'offres 3, donc on allait jusqu'au bac pro, bac professionnel en apprentissage, et pratiquement plus, pas au-delà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Bien sûr, donc depuis 2006, nous avons dû nous adapter aux besoins des entreprises. En fait, en Martinique, il y a besoin d'expertise, de gens compétents, de véritables compétences à mobiliser, et plus nos entreprises sont petites, plus ils ont besoin de collaborateurs qui soient directement opérationnels. Et là, la formation d'apprentissage, c'est la meilleure des réponses. Je dirais que ce n'est pas parce que nous en faisons, mais je crois vraiment, non, c'est vraiment une solution d'insertion d'excellence. Parce qu'un jeune qui se forme en apprentissage, il a les 2 clés de la réussite et de l'insertion, c'est-à-dire un diplôme et de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, on demande à un jeune qui sort avec un diplôme de savoir déjà faire. Or, en réalité, le propre même d'un jeune qui sort de ses études, c'est qu'il ne sait pas faire. Et c'est le challenge qu'arrive à relever un jeune qui se forme en apprentissage. Ce qui veut dire que les mentalités ont terriblement changé de la part surtout des entreprises. C'est
eux qui ont donné le là et le ton, c'est qu'ils se sont rendus compte que finalement un jeune formé en apprentissage, il est opérationnel beaucoup plus vite, il connaît la réalité de l'entreprise, il n'y a pas tout ce temps d'adaptation et cet investissement, il est plus rapidement opérationnel. Alors ça ne veut pas dire que les formations initiales sont mauvaises, bien loin s'en faut, mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, la conjoncture est difficile et surtout pour les entreprises, on a besoin de gens directement opérationnels. Et en Martinique, nous avons beaucoup de TPE, de petites entreprises, donc avec très peu de salariés, et pour organiser entre guillemets un tutorat en interne d'un jeune qu'on prend en charge, prend le temps de le former, aujourd'hui ça devient difficile pour les entreprises. C'est la rentabilité, l'efficacité, etc. Et la mentalité a également changé sur un autre plan vis-à-vis de la formation d'apprentissage, c'est que cette idée que ce sont les jeunes pas très brillants, pas très forts en études qui font de l'apprentissage, elle est complètement fausse aussi. Parce que quand on prépare un diplôme, que ce soit un BTS ou une licence en apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le référentiel du diplôme est le même pour le jeune qui se forme en apprentissage que celui qui se forme à plein temps en formation continue. Parce qu'il y a 50% du temps il est en entreprise, alors il apprend aussi, mais il apprend différemment. Or quand il passe en examen, quand il défend son diplôme, il doit le défendre exactement comme tous les autres. Ça veut dire que quelque part, tout le monde ne peut pas non plus réussir en apprentissage. Il y a un véritable investissement qui est nécessaire de la part des jeunes qui réussissent. Il y a beaucoup de travail, contrairement à ce que l'on croit. On pense qu'il suffit d'aller en entreprise, c'est complètement faux. Et donc en réalité, c'est d'autant plus une filière d'excellence, c'est que les jeunes qui réussissent en apprentissage, ce sont vraiment des jeunes qui ont de la motivation, qui ont de la persévérance et qui ont ce sens et cette valeur du travail. Ce sont essentiellement des jeunes qui suivent vos formations à la CCI ou c'est un public un peu plus large? Alors l'apprentissage, la loi dit que c'est plus de 16 ans et moins de 26 ans. Donc c'est forcément un public jeune. Maintenant, tout ce que je vous dis là sur l'apprentissage est vrai aussi pour tout ce qui est alternance. Donc vous avez les contrats d'apprentissage en alternance, vous avez les contrats de professionnalisation, et là pour le coup il n'y a pas de limite d'âge, et là ça peut être des personnes de différentes tranches d'âge, et puis vous avez la période de professionnalisation. Et la période de professionnalisation, elle est destinée à des salariés en poste. Donc je ne sais pas, une assistante, par exemple une assistante de gestion, qui a juste un BTS d'assistante, veut suivre une licence, elle peut le faire en période de professionnalisation. Donc c'est aussi de l'alternance, ça alterne la théorie et la pratique. D'accord. Nous enchaînons notre émission avec la rubrique de Max Hoguet, rubrique Jingle Caraïbes. Alors aujourd'hui, Max, pas de voyage dans nos pays voisins, car vous nous raconterez comment vous avez activement participé à la mise en place de formations à la CCI il y a de cela très longtemps, je crois. Il y a cela quelques temps, oui. Je commence à être un petit peu discret sur les dates. Je vais quand même donner des précisions. Quand je suis rentré à la Chambre de commerce en 1967, c'était avec une équipe qui avait décidé, entre autres, de donner de l'importance à la formation. La Chambre de commerce à l'époque était dirigée par quelqu'un qui avait fait des études supérieures appréciables, puisqu'il était ingénieur de super-héros. Et il avait comme vice-président quelqu'un que tu as très bien connu, qui est le père de la formation, ce qui est Max Élysée. Oui, tout à fait. Et nous avions eu la chance aussi d'avoir un directeur général à l'époque de tout premier plan, c'est M. Beauregard, Clovis Beauregard. La Chambre de commerce a eu des gens vraiment remarquables. Je dois dire que Max Élysée, Clovis Beauregard, c'était vraiment des gens de... Le président, l'ingénieur de super-héros, c'était qui? C'était le père Saint-Yves. Voilà, Yvon Saint-Yves, d'accord. C'est Saint-Yves, Yvon Saint-Yves. D'accord. Et donc, des gens de tout premier plan et qui avaient accordé une importance primordiale à la formation. Quand ils m'ont recruté, c'était chargé d'études. Et on n'avait pas vraiment défini le profil. Et petit à petit, le profil s'est imposé. Il s'est imposé sous l'impulsion de Max Élysée, je le répète, et aussi parce que nous avons constaté à ce moment-là que, certes, la Martinique avait un enseignement primaire de qualité, un enseignement secondaire qui n'était pas moins, même s'il était moins développé que maintenant, et un embryon d'université, puisque l'Institut Visiose, qui est un embryon d'université, date de 1880, quoi. Hein, 81. 1881. Voilà. Donc, mais qu'il y avait en matière de formation continue d'énormes besoins. Et donc,
il y a aussi en matière de langue des besoins. Donc on a décidé, enfin j'ai décidé, je dois dire à l'époque que j'avais une très large autonomie, je ne sais pas si Mme Milanovic là aussi, mais à l'époque, j'ai eu vraiment une expérience extraordinaire à la Chambre. Ça consistait en quoi alors? Quelle formation il y avait déjà à l'époque? Ça consistait à repérer les besoins et à mettre en face des formations. D'accord. C'est ainsi que, moi à l'époque, j'ai trouvé simplement une petite école qui menait à des CAP. D'ailleurs, assez curieuse, la personne qui dirigeait l'école à ce moment-là, c'était un de mes amis. Mais je ne savais pas ça, bien sûr, ça n'avait eu aucune importance dans sa nomination. C'était la seule activité de formation de la Chambre, une école de formation au CAP, comptabilité et secrétariat. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'apprentissage de langue. Alors on a créé des cours de langue, d'abord l'anglais bien évidemment, puis l'espagnol, ensuite le portugais. Donc ça a démarré avec les langues en fait? Pas vraiment. Ça a démarré avec un approfondissement de ce qui existait. Ah d'accord. On est allé au-delà du CAP pour les métiers de secrétariat, comptabilité et gestion, puis ensuite les langues assez rapidement, y compris l'apprentissage de français pour étrangers, mais ça je dois dire que ça n'a pas très bien marché, ce qui me permet de dire à beaucoup d'amis qu'en réalité les voisins, nous avons besoin de leur langue, mais eux ne semblent pas avoir beaucoup besoin de la nôtre. C'est toujours le cas aujourd'hui, Madame Milanovic? Nous avons toujours des formations en français langue étrangère. J'avoue que c'est peut-être pas la plus grande demande. On a peut-être 15 à 20 participants spontanés, on va dire, par an. Par contre, on a monté quelques dossiers collectifs ces 2 dernières années. D'abord pour les primo-arrivants et ensuite pour des personnes qui sont en Martinique depuis longtemps, mais qui n'ont pas une maîtrise de la langue suffisante pour pouvoir briguer une véritable insertion professionnelle. Et dans ces modules-là, on a introduit aussi des modules sur un peu la culture, l'histoire, et puis aussi toutes les structures, j'allais dire, d'État. Pour pouvoir être un bon citoyen français, finalement, c'est pas si facile que ça de se familiariser avec les contraintes législatives. Madame Milanovic met l'accent sur un besoin qui est apparu depuis. On le voit bien quand on dit France Antilles de temps en temps, on voit qu'il y a des cérémonies. Les cérémonies sont organisées pour des gens qui décident d'être français, enfin qui ont décidé d'être français et qui reçoivent le passeport. Et cette clientèle-là, on ne l'avait pas, pardon, à l'époque. Là, maintenant, je comprends qu'il puisse. D'autant plus qu'il y a une exigence maintenant plus grande, me semble-t-il, de la société française d'assimilation en matière de connaissance de la langue, mais aussi connaissance de l'histoire et de la culture. Et des institutions aussi, c'est vraiment très important. Parce que ces personnes qui briguent la naturalisation ou des séjours de longue durée, c'est vraiment très important parce que même des personnes qui ont toujours vécu dans l'institution française ne s'y retrouvent pas parfois, donc pour eux c'est vraiment très important. Ouais. Donc nous n'avions pas ce public. Je dois dire à propos des chambres de commerce et d'industrie, et de la nôtre en particulier, qu'il y a des domaines où l'enseignement des chambres de commerce était vraiment pionnier, notamment en matière de langue. En s'inspirant d'ailleurs de travaux faits dans une région du monde que Madame connaît, dans l'ex-Yougoslavie, il y avait un très bon niveau d'enseignement des langues, ce qui n'était pas le cas en France, surtout la langue parlée. Et donc il y avait beaucoup d'expériences qui ont été menées dans ces régions-là, et dont les chambres de commerce se sont fait les héritières, et c'est ainsi que j'ai entendu, avec un peu de gêne, un professeur agrégé d'anglais dire dans une réunion où il n'avait que des collègues, j'étais le seul non-membre de l'enseignement public, de dire si vous voulez savoir comment on enseigne les langues, allez à la chambre de commerce. Quel bon souvenir vous gardez de cette période, Max? Je garde un souvenir extraordinaire parce que les chambres de commerce dans le système français sont des établissements publics. À la différence des chambres de commerce dans le système anglo-saxon, où ce sont des associations de privés qui ne disposent pas de beaucoup de moyens d'ailleurs, il faut dire. Dans le système français, il y a une vraie reconnaissance par l'État du savoir-faire du monde de l'entreprise, du monde des chefs d'entreprise, une vraie reconnaissance. Et donc, je vous rappelle, pour mémoire, que la majorité des enseignements en matière d'enseignement supérieur commercial
sont du domaine des chambres de commerce et d'industrie. Les grandes écoles les mieux classées, HEC, SEC, etc. Les subdecos sont souvent créés par les chambres de commerce. Ont été créés par des chambres, etc. Et donc, il y a, si vous voulez, il y a un certain conservatisme dans la fonction publique qui n'existe pas dans les chambres de commerce. C'est-à-dire qu'elles sont dirigées par des gens qui viennent du privé, qui souvent d'ailleurs veulent tout bouleverser, parfois trop. Hein. J'en ai connu qui arrivaient, qui voulaient tout changer. Mais ça a du bon dans la mesure où vraiment il y a un esprit de créativité, d'innovation. Alors les chambres de commerce sont des... Je ne sais pas si vous participez à ces réunions, mais il y a des congrès avec les dirigeants de la formation des chambres de commerce qui échangent sur différents domaines. Alors Philippe, je sais que vous êtes sensible à la question que je vais poser. Quels sont les partenaires de la CCIM dans le domaine de la formation ? Alors, je sais pourquoi je pose la question, c'est bien sûr par rapport au CNAM. Mais... en fait, moi je rejoins M. Augex sur l'essentiel de ce qu'il a dit, parce que c'est des valeurs sûres qui demeurent aujourd'hui. D'abord, la notion d'être très proche du besoin et des besoins du monde économique. Donc la relation privilégiée avec les entreprises nous met vraiment en premier plan de ce besoin en compétences. En réalité, on parle souvent, si vous voulez, de l'orientation, formation, emploi. La très grande force de la Chambre de commerce, c'est que nous partons du besoin en compétences là où est l'emploi, c'est-à-dire dans le monde économique, dans les entreprises. Nous mettons en place des formations qui correspondent à ces besoins de compétences et depuis peu, nous intervenons aussi sur le champ de l'orientation et on oriente les jeunes qui nous demandent conseil en fonction de ces véritables opportunités. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on est très très proche des entreprises. Donc notre premier partenaire, c'est clairement les entreprises. Maintenant, pour tout le reste, tous les acteurs, tous les opérateurs de la formation dans une région donnée sont nos partenaires privilégiés. L'université, le rectorat, le CNAM, la région, les organismes privés. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure en off de la formation pour les actifs, donc la formation tout au long de la vie ou continue, on peut l'appeler comme on veut. La plupart de nos intervenants, 80% d'entre eux, sont des intervenants locaux qui sont formateurs ou organismes de formation ou institutions, rectorats, qui exercent déjà sur place. Donc on mobilise pratiquement l'ensemble du réseau des compétences et qui interviennent dans le monde de la formation localement. Mais là aussi, ce qu'a dit de manière très intéressante M. Augex, c'est que le réseau consulaire est un réseau très très fort. Je veux dire, il y a une centaine de chambres de commerce qui sont vraiment très structurées et ce que nous faisions depuis longtemps, finalement, c'est de se réunir régulièrement pour échanger nos expériences, nos préoccupations et aussi faire bénéficier tout le réseau des solutions que chacun a trouvées dans sa région, aujourd'hui est encore plus fort et plus optimisé par tous les outils de la communication. C'est-à-dire que le réseau, aujourd'hui, fonctionne au quotidien. Nous avons donc un réseau intranet. Dès qu'on a une question technique, un problème législatif, etc., il suffit d'envoyer un mail et on a tout de suite potentiellement 100 réponses. Et justement, combien de personnes travaillent au sein de l'équipe formation à la CCI? Alors, à la Chambre de commerce de la Martinique, il y a 34 collaborateurs permanents. Il y a à peu près 120 formateurs qui travaillent avec nous. Alors effectivement, pas à plein temps, puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est en fonction des besoins que les formations sont mises en place. Donc on a à peu près 120 formateurs différents. Et votre école, elle est rattachée au service de formation continue? L'école, laquelle? La nôtre, oui, bien sûr. Mais elle sera dans le centre de... Alors voilà, vous faites référence donc à ce superbe bâtiment que nous sommes en train de construire. On y vient. J'allais poser la question. Je veux dire qu'elle est intégrée dans le service. Absolument. Elle n'a pas une autonomie, absolument. Pas du tout, pas du tout. On va parler du regroupement, effectivement, c'est intéressant ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Voilà, j'allais poser la question, où les formations sont-elles assurées pour bien sûr déboucher sur la création de nouveaux sites qui est en pleine construction à Chefchaouen. Alors, pour l'instant, avant l'inauguration de ce site, si on veut suivre une formation CCIM, où doit-on aller ?
Alors, il y a, ou doit-on démarcher on va dire 3 adresses fondamentales à retenir, mais il y en a même un petit peu plus que ça. Parce que je ne sais plus si on a dit ça en voix off. La Chambre de commerce a aussi des agences qui sont disséminées un peu dans le territoire, parce que vous savez les problèmes que nous avons de circulation. Et un jeune, voire un chef d'entreprise qui se trouve au Marin ou à Sainte-Anne, c'est pas toujours facile pour lui de venir à Fort-de-France, rue Ernest Deproge, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec le TCSP, pour obtenir une information ou suivre une formation. Donc nous avons 3 centres de formation. Donc le GC, la formation continue supérieure à Bac+3, qui se trouve route de l'Union, près de Didier. Nous avons le CFA, donc l'école de formation d'apprentis, qui se trouve à Châteauboeuf. Et nous avons la formation continue qui se trouve au Lamentin, dans la zone de Manity, assez proche des entreprises. Mais ce n'est pas tout, puisque je vous parlais tout à l'heure donc, de notre service orientation. Lui est situé à Fort-de-France, juste accolé au siège rue Ernest Deproge. Parce que là aussi, on a beaucoup de jeunes qui viennent des communes et c'est assez central, c'est là où arrivent tous les transports en commun. Alors, tous ces services, sauf peut-être le service orientation, le fameux point A, vont être regroupés à partir de décembre 2015, voire janvier 2016, sur le site donc, de notre nouveau pôle consulaire que nous sommes en train de construire, qui se trouve à Cazenavire, à Schellcher, tout près de l'université et du CNAM. Ça nous permettra, sur ce site-là, de un peu plus de 5500 m², de réunir l'ensemble de notre offre de formation. Ce qui nous permettra, bien évidemment, de mutualiser les moyens, d'optimiser un certain nombre de capacités, d'outils, de supports, de ressources humaines. Ça nous permettra aussi de faire jouer la synergie entre les différents publics que nous formons. Puisqu'en réalité, sur un même espace, nous aurons les chefs d'entreprise qui viennent se former en gestion ou en création d'entreprise, nous aurons des jeunes apprentis qui briguent un poste en alternance, nous aurons des futurs cadres intermédiaires qui se forment à l'EGC, nous aurons tout près les étudiants de l'université. Donc véritablement, il s'agit de créer une véritable synergie et j'ai presque envie de dire, si le terme n'était pas galvaudé, un pôle de compétences et de compétitivité. Véritablement, on va vraiment pouvoir jouer une synergie. Mais on n'a pas attendu que les murs soient construits pour commencer à faire jouer cette synergie, puisqu'on travaille déjà la main dans la main avec le CNAM, on travaille en complémentarité avec l'université, on travaille bien sûr avec le rectorat. Donc je veux dire, ce sera une manière de matérialiser cette collaboration. Tout à fait. Moi, je suis ravi parce qu'il y a une dynamique effectivement qui va se mettre en place, qui va se poursuivre. Mais je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à notre ami Clémenté, parce que le maire de la ville de Schellcher, cette ville de Schellcher, n'est-ce pas, sera l'intelligence de la Martinique. La capitale de la compétence. Entre le rectorat, l'université, le CNAM et la chambre de commerce, c'est quelque chose de très important qui est en train de se réaliser. Ça va mettre en place. Et il y aura des changements. Je sais qu'il y a une loi qui va peut-être changer la donne en termes de formation à partir de mars. Alors, la loi a été votée le 5 mars 2014, elle rentre en application là au 1er janvier 2015. Alors, cette loi, effectivement, change pas mal de choses. Elle change des choses essentiellement dans le monde de la formation continue, parce que d'abord les fonds qui sont dédiés à financer la formation sont malheureusement en diminution, puisqu'on passe de 1,6% de la masse salariale grosso modo à 0,9% de la masse salariale. Ça veut dire que en fait la somme qui sera dédiée à la formation, en tout cas obligatoirement par la loi, va se réduire. Donc ce qui va effectivement obliger les centres de formation en général et la Chambre de commerce en particulier, puisque c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui, de optimiser encore plus ces activités de formation. Et ce qui change aussi, c'est que la loi modifie certains dispositifs comme le DIF, le droit individuel à la formation, dont vous avez certainement entendu parler. Donc chaque salarié pouvait acquérir 20 heures de droit individuel de formation jusqu'à conclure
l'occurrence de 6 ans, donc 120 heures. Le DIF aujourd'hui n'existe plus, ou du moins il a été refondu dans ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Ouais. Par contre, le fameux CPF, le compte personnel de formation, avant le DIF était dédié uniquement à un salarié qui devait passer plusieurs années dans une entreprise pour cumuler ces heures-là. Quand il changeait d'entreprise, quand il perdait son emploi, il devenait demandeur d'emploi, il devait reconstituer ce capital. Ou le perdre. Là aujourd'hui, le compte personnel de formation, à partir du moment où on devient un actif, on sort de ses études, on va pouvoir commencer à capitaliser cette somme-là. Alors, cette bonne nouvelle-là est malheureusement assortie de quelques contraintes, et peut-être d'une mauvaise nouvelle, mais ça on va le voir à la pratique. Les contraintes, c'est que seules les formations qui sont décidées comme éligibles au titre du compte personnel de formation pourront être briguées par les personnes qui souhaitent se former. Aujourd'hui, le DIF, c'est vraiment la personne dit, moi je veux me former en langue, même si je ne travaille pas dans le tourisme, je veux me former à la mécanique, même si aujourd'hui je suis assistante. Enfin, j'exagère. Il faut que c'est un lien avec... Mais, enfin, aujourd'hui, ça n'a pas forcément besoin d'avoir un lien, mais en réalité, ces formations doivent être soit diplômantes, soit certifiantes, soit qualifiantes. D'accord. Et il y a une liste qui est en fait validé par le CNEFOP au niveau national, le Comité national de la formation professionnelle, et le CREFOP au niveau régional, et c'est seulement dans ces listes-là qui sont agréées qu'un candidat au compte personnel de formation devra aller puiser la formation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ces formations qui sont diplômantes et qui généralement sont quand même au minimum 600 heures, devront être par les centres de formation modularisés. Ça veut dire que si vous, par exemple, demain, vous décidez, je sais pas, de devenir assistante ressources humaines, donc changer de métier, vous n'êtes pas obligé de suivre peut-être une année entière de cette formation. Vous pouvez cette année-là suivre le module gestion des payes et puis l'année d'après un autre module. Donc on va devoir modulariser ces formations-là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et au niveau de l'apprentissage, il y a quand même une modification substantielle, c'est que un des modes de financement de l'apprentissage, c'est évidemment la taxe d'apprentissage. Or, la réforme a terriblement aussi réformé la taxe d'apprentissage, ou du moins la manière de la collecter auprès des entreprises et de la répartir auprès des organismes de formation. Alors je ne veux pas être trop technique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui ont commencé déjà à avoir lieu. Et peut-être la dernière petite chose que je voulais dire en termes, puisque vous m'avez posé la question du changement, c'est que notre région en Martinique a brigué des pouvoirs élargis en matière de formation, qu'ils ont d'ailleurs obtenu. Et donc là, à partir du 1er janvier 2015, le conseil régional qui gérait déjà la formation professionnelle, qui gérait déjà un certain nombre de choses en termes de formation, aura en responsabilité tout le processus depuis l'orientation. Donc le service public de l'orientation professionnelle, le SPO, deviendra le SPRO, le service public régional de l'orientation professionnelle, que la région va donc gérer. C'est elle qui va agréer les organismes qui sont habilités dans le cadre du SPRO. Donc depuis l'orientation, la formation initiale, la formation professionnelle, l'insertion et l'emploi. Ah oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a des rendez-vous, à part celui du 1er janvier 2016, pour le pôle formation de la CCI? Est-ce que vous avez quelque chose, un événement, des dates clés? Alors nous avons beaucoup de rendez-vous. Maintenant, je vais vous donner juste quelques éléments marquants. Donc nous avons le 7 mars, la nuit de l'orientation, qui est une manifestation qui est maintenant devenue un rendez-vous régulier et qui permet aux jeunes qui souhaitent réfléchir un peu à leur orientation, rencontrer des professionnels, échanger, faire des tests de personnalité, se faire conseiller, etc. Donc ils vont pouvoir trouver en un seul lieu, en un seul soir, dans une ambiance conviviale et détendue, toutes les informations pour réfléchir à leur orientation. C'est le 7 mars. Nous avons également la grande rentrée des langues qui est en février, puisque vous parliez tout à l'heure des langues. On forme là quand même plus de 700 personnes par an en langue. Donc ça commence à faire son chemin. Donc on a une grande rentrée en février et les langues justement sont proposées au centre-ville, ici à Fort-de-France, sont proposées au Lamentin, sont proposées dans notre agence du Marin, notre agence de Trinité et notre agence de Saint-Pierre. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez pouvoir suivre une formation en langue. Donc ça c'est en février. Nous avons la grande rentrée aussi du CFA qui se prépare dès le mois de juin pour le mois de septembre. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire en matière d'apprentissage. Il y a une condition sine qua non pour pouvoir faire votre formation en apprentissage,
c'est de trouver une entreprise d'accueil, puisque le principe de l'apprentissage, c'est en centre de formation et dans l'entreprise. Et j'avoue qu'aujourd'hui, l'exercice n'est pas facile, parce que les entreprises vivent une très grave crise économique, enfin, sans être catastrophiste, c'est quand même difficile. Ils font très attention, ils ont parfois peu de visibilité sur l'avenir, donc s'engager avec un jeune pendant 3 ans, la durée de certaines formations, c'est difficile pour les entreprises. Donc j'invite tous les jeunes qui veulent faire une formation d'apprentissage de commencer vraiment dès le mois de mai, juin, à chercher les entreprises. Parce qu'il y a des jeunes qui nous appellent en octobre, septembre, octobre, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Donc avant de terminer ce numéro de Génération Campus, un petit mot pour conclure cette émission. On commence par vous, Philippe. J'étais très heureux d'apprendre toutes ces informations. Et je considère, moi, au niveau de la formation, que la Chambre de commerce est un partenaire privilégié de nos différentes institutions. Tant à l'université qu'au Conservatoire national des arts et métiers, nous avons un certain nombre de projets en cours. Et je crois que cette vénérable maison qu'est l'université sort un peu de sa tour d'ivoire et s'ouvre vers l'extérieur et maintenant considère que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique est un partenaire et non pas une concurrente. Les choses avancent, mais à une époque, j'avoue que ça n'a pas toujours été facile. Et la proximité, je vous garantis, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans nos opérations communes. Et vous, Max? Moi, je suis très heureux de rencontrer Mme Milanovic ce soir parce qu'elle symbolise une continuité d'une institution que j'ai beaucoup aimée, je dois dire. Alors, il y a une idée dans tout ce que nous disons qui me paraît fondamentale, c'est celle de ne pas croire qu'une formation acquise à 20 ans ou 25 ans, ou même à 30 ans, assure la sécurité pour la vie. Et la notion de formation continue, de formation permanente me paraît vraiment très importante. Il y a une autre notion qui me paraît importante, c'est celle d'allier la pratique à la théorie. Vous savez que les Allemands ont privilégié les formules dites pratiquement d'apprentissage, hein, même pour faire un doctorat, on doit faire un passage dans le privé, dans la pratique. Et il me semble qu'on va vers cela. D'une part, la connaissance de ce qu'il faut, beaucoup de plasticité, parce qu'on ne pourra pas commencer et continuer toute sa vie en faisant la même chose. Et puis, deuxièmement, ce va-et-vient entre la pratique et la théorie, ça me paraît vraiment important. Et c'est symbolisé par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres de métiers aussi. Mais maintenant, l'université commence à accepter cette idée qu'il faut un va-et-vient avec la pratique. Madame Milanovic. Écoutez, j'ai envie de finir sur une note positive, même si la situation n'est pas facile. J'ai envie de dire qu'on a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Ensemble, mais je dirais chacun d'entre nous particulièrement, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un contexte où nous avons près de la moitié de nos jeunes qui cherchent un emploi. Et la Chambre de commerce, qui s'est beaucoup investie dans la formation, va de plus en plus chercher à s'investir jusqu'au bout, aller jusqu'au bout du processus, aller jusqu'à l'emploi. Parce que véritablement, je veux dire, on ne peut pas être optimiste à l'aube de cette nouvelle année si on a la moitié de nos jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, qui soient sans emploi, qui soient dans la rue, qui soient dans les abribus. Et ça, je veux dire, ça nous concerne tous. Et on a beaucoup de travail à faire. Et un événement que j'ai complètement oublié de vous citer, nous allons faire un carrefour pour l'emploi au mois de juin. Et on va essayer d'associer très largement les entreprises pour aller jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire que former des jeunes, je veux dire, si c'est pour avoir des jeunes formés sans emploi, c'est un crève-cœur. Donc la Chambre de commerce va vraiment s'investir jusque-là. Ok, d'accord. Voilà. On a beaucoup de travail à faire. Donc je profite de l'occasion pour saluer tout le personnel de la CCI Martinique. Un coucou aux retraités de la CCI, j'en connais quelques-uns. Je leur souhaite une très bonne année 2015. Un coucou au personnel de la GEFMA, de l'université, du CCA, de l'AFPA, bref, de toutes les structures de formation et d'orientation de Martinique.
Un coucou aussi à Kenny Gaucher qui a fait un travail remarquable comme chaque année pour le concours Villes et Villages Fleuris du CMT, mais aussi à Marie-France Béros. Je profite pour saluer le personnel de toutes les communes participantes dont beaucoup ont été récompensés le mois dernier et bien sûr les membres du jury que j'aurai plaisir à revoir. Merci à l'association Sirotage et à l'équipe de Zouk TV pour cette émission. Chers téléspectateurs de Martinique et d'ailleurs, je vous souhaite une excellente année 2015, année de tous les challenges, visiblement. Je vous donne quant à moi rendez-vous au prochain numéro de Génération Campus. À très bientôt.